Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans ce nouvel épisode, nous recevons les scénaristes du film Le règne animal. Avec plus d'1 million de spectateurs en salle, 12 nominations César et 5 statuettes remportées, Le règne animal a su mettre d'accord les critiques, le public et la profession. À la croisée des genres, le film est d'abord le fruit de la rencontre entre une jeune scénariste en fin d'études et un réalisateur scénariste remarqué qui travaillait sur les mêmes thèmes. Avec eux, nous revenons sur cette collaboration et sur les différentes étapes de fabrication de ce long métrage à succès. Notre premier invité est le scénariste et réalisateur Thomas Caillet, dont la carrière a décollé brusquement avec Les Combattants. À sa sortie, le film remporte les 3 prix de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ainsi que le César du meilleur premier film. Par la suite, on retrouve Thomas au scénario de la série Trépalium, du film Ami Ami, et également derrière la caméra pour la série de science-fiction Ad Vitam sur Arte. Alors qu'il participe au comité de lecture de la FEMIS, célèbre école de cinéma, il remarque le travail de fin d'études de notre seconde invitée, Pauline Munier. Le scénario parle déjà d'un père et d'un fils dans un monde où certaines personnes se transforment en créatures. Cela va être le point de départ d'une aventure cinématographique commune que nous allons revivre avec eux. Alors, comment s'est faite l'écriture du règne animal ? Comment le projet initial de Pauline a-t-il évolué après l'arrivée de Thomas ? Comment s'est passée leur collaboration ? Comment ont-ils mélangé les genres et les thèmes sans perdre le spectateur ? Les films de genre ont-ils enfin trouvé leur place en France ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cesno. Générique ! Bonjour. 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 Alors dans ce podcast, on a une question rituelle pour le commencer, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Pour moi, ça doit passer par, je pense, l'émotion que je ressens dans les premières lignes, premières minutes de film ou première écoute. Ça m'arrive par exemple, de commencer un bouquin ou de commencer un film ou d'écouter un album et de me dire, je l'arrête direct, ça me parle pas, mais des semaines plus tard ou des mois plus tard ou des années plus tard, là d'un coup, ça va me parler et je vais m'y projeter et donc, ce sera une bonne histoire. Et toi, Thomas ? Elle est compliquée, je trouve, la question, parce que on a tout de suite envie, quand on nous demande ce que c'est qu'une bonne histoire, de faire une dissociation entre le fond et la forme, entre le récit et comment il est raconté, etc. Et je trouve ça très difficile à faire. J'aurais tendance à dire que c'est quand les deux sont tressés de façon à ce qu'on n'arrive plus à faire la différence. Je crois beaucoup au début de l'histoire, au fait que on a un peu de patience du lecteur ou du spectateur. À ce moment-là, on bénéficie de cette patience et que c'est le moment d'envoyer une promesse. Donc je dirais ça, la promesse, et puis l'espèce de miracle de rencontre entre un style et un sujet. Quand ça existe, il y a tout de suite de l'originalité. Il y a tout de suite un truc qui appelle. On a envie de se dire que si on veut rester dans cet univers-là, il y a que là qu'on sera bien. Ça fait aussi écho à des émotions d'enfance de quand j'étais au cinéma. Je me souviens par exemple du début du film Le Dernier des Mohicans, je sais plus, je devais avoir 10 ans, de Michael Mann. Et il y avait une panne de projecteur au bout de 4 minutes. Ça avait été le moment le plus long de ma vie, quoi. Je me suis dit, il faut absolument que ça redémarre, cette histoire, parce que je suis en mal, là, de ce début d'histoire. Et paradoxalement, je me réjouis de cette panne, parce que je reste avec le film. J'avais envie que ça dure toute la vie, quoi. Donc c'est vrai que ça se joue beaucoup sur les débuts, sur l'espèce d'appel d'air qu'on a au début d'une histoire. À ce moment-là du podcast, d'habitude, on a une deuxième question où on précise le genre, qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour tel ou tel genre, sauf que dans votre cas précis, c'est un film dans lequel il y en a plusieurs. Alors, la première question, ça serait 1, est-ce que vous pouvez nous pitcher votre film ? Et 2, est-ce que vous lui donneriez un genre précis, et ou s'il y en a plusieurs, lesquels ça serait ? Moi, je pitche pas le film, c'est mort. Ça, soit toi, t'as... Moi, j'ai fait et refait, donc tu l'as fait, donc je vais pas être fais-le. original, je vais dire ce que je dis dans ces cas-là, mais cela dit, j'ai mis des mois à trouver une façon de le pitcher qui prenait moins d'une demi-heure. On suit la relation entre un père et un fils dans un monde en mutation où, pour une raison mystérieuse, certains humains commencent à se transformer en animaux. Ça, c'est le pitch. Et les genres ? Alors, je me souviens plus de qui est cette citation. J'avais vu ça en exergue d'un bouquin de cinéma à la bibliothèque de la Cinémathèque française. Je crois que c'était Raoul Walsh qui disait ça, que tout bon film est un film d'aventure, mais c'est peut-être pas du tout lui. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vendais au moment quand on a eu fini l'écriture et qu'on a commencé à chercher des partenaires. C'est comme ça qu'on l'a écrit aussi. Enfin, oui, avec cette idée que déjà il y a un truc qui est formidable dans le film d'aventure, c'est que tous les genres y sont invités. Donc ça c'est bien pour nous qui avions envie de mêler plusieurs registres et plusieurs genres de récits. Et il y a un truc qui est bon aussi pour le spectateur, c'est que dans un film d'aventure, en théorie en tout cas, on sait jamais à quoi s'attendre. Et ça c'était aussi un principe d'écriture, de se dire que chaque scène ça doit être une porte vers un monde nouveau. Alors à la base, Le règne animal, c'est une idée originale de toi, Pauline ? Oui, c'était mon travail de fin d'études à la FEMIS. Et toi, Thomas, tu t'es retrouvé à remplacer quelqu'un dans un jury de lecture. Ouais. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ?
Bah ouais, en gros c'était en dernière année dans la formation scénario qui dure 4 ans à la FEMIS. Chaque élève doit écrire donc son scénario qui sera sa carte de visite à la sortie, quoi, on va dire. Et donc Thomas, c'est un scénario de long, de court. Un scénario de long métrage, ouais, un scénario de long. On a toute l'année chacun pour l'écrire, ce qui est bien parce que généralement on a des temps beaucoup plus courts à l'école pour écrire des scénarios de long. Et donc là, je me rappelle que j'ai vu quelques jours avant qu'on passe devant ce jury, parce qu'en fait voilà, 3 fois dans l'année, en dernière année, il y a un jury qui vient, enfin de professionnels en fait, qui viennent un peu nous parler. Ils ont lu notre scénario avant, ils savent où on en est, et on discute en fait avec eux, pour qu'ils nous aiguillent. Oui, d'ailleurs, et plus exactement, parce que c'est vrai que j'ai tendance à résumer en disant c'est un jury, c'est plus ils appellent ça un comité professionnel. Oui, c'est un comité, voilà. L'idée, c'est de discuter et de permettre aux auteurs de rebondir. C'est pas du tout de juger leur travail. Exactement. Alors donc c'est pas l'examen de fin d'année. Non. D'accord. C'est censé être une discussion, censé nous aider en fait. Et toi, ton projet, il était à ce stade-là, il était déjà terminé avec une histoire, parce que je sais que vous l'avez beaucoup retravaillé derrière. Alors, en gros, à ce stade-là, le scénario n'était pas terminé. D'accord. Je pense que je devais avoir la moitié, je crois, non, il y avait continuité toute l'histoire. dialoguée. Il y avait toute l'histoire, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait en scénario pur, un peu plus de la moitié, et il y avait la fin, il y avait le reste qui était en traitement, en séquencier. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, il y avait un début, un milieu, une fin. Oui, il y avait un début, milieu, une fin. Il y avait Émile, François, les créatures, mais le film n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on a fait ensuite avec Thomas. Et en tout cas, moi, je me rappelle que, j'avoue, la seule personne dont la vie m'apportait un peu pour ce comité, où je stressais, c'était Thomas, parce que j'avais vu Les Combattants plusieurs fois, j'avais vraiment beaucoup aimé. En fait, je me rappelle à l'époque où j'avais vu Les Combattants, c'était rare que je ressente ça devant un film, et donc j'avais eu ce que j'ai d'habitude, une espèce de mini-obsession. Donc je l'avais regardé plusieurs fois et tout. J'aime bien faire ça avec les œuvres qui me plaisent. Et donc, je me demandais ce que ça allait donner à notre discussion, quoi, avec Thomas. Et donc, Thomas est passé en dernier et j'étais bien stressée. Et quand Thomas a commencé à ouvrir la discussion avec moi à propos de mon scénario, en fait, c'était le premier moment pour moi dans le comité où il y avait une vraie discussion, et ça a duré, je sais plus, peut-être une vingtaine de minutes. Mais je me souviens que c'était passionnant. J'avais ressenti un truc, je m'étais dit, c'est marrant, on se comprend, trop bien, trop génial. Et j'étais sortie de là en me disant, ouais, c'est super, vraiment cool, quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce scénario? Il y a plein de trucs, moi, qui m'ont plu, évidemment, dans le script de Pauline. Le premier truc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la qualité de la langue, de la voix, en fait, qui est derrière l'histoire. J'ai senti quelque chose qui était original, qui était singulier, et qui me parlait, il y avait quelque chose de familier, en fait, dans ce langage. Voilà. Dans cette façon d'aborder les scènes, dans cette façon de faire parler les personnages. Je dirais pas que je me suis reconnu, mais il y avait un peu un truc de cet ordre-là. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette scène-là, je l'aurais écrite un peu comme ça. Il y a un truc, qui me semblait familier, et ça allait même un peu au-delà, c'est-à-dire qu'au bout de 3 scènes, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un avec qui je pourrais écrire. J'ai vraiment pensé tout de suite ça. Et après, dans le contenu de l'histoire elle-même, il y avait des choses qui faisaient étrangement écho à des envies que j'avais. Donc Pauline le disait à l'instant, il y avait un père et un fils, et ça c'est une figure autour de laquelle j'étais énormément en train de tourner depuis quelques mois, même depuis quelques années, parce que je sortais d'une série qui racontait ça, qui racontait un rapport de parentalité, et là j'avais très envie d'explorer ça plus à fond dans un long métrage. Il y avait une petite touche de fantastique, et c'était aussi ce que j'étais en train de chercher. Et par ailleurs, il y avait cette métaphore de l'hybridation homme-animal qui était vraiment au carrefour de plein d'envies d'écriture et d'envies globales, des choses qui m'intéressaient, parce que je trouvais que c'était une façon hyper simple et très directe d'évoquer le rapport qu'on a à notre environnement, aux autres êtres humains, mais aussi à ce qui est non humain autour de nous, à tout ce qui est vivant autour de nous. Donc voilà, il y avait un système de signes en fait qui m'attirait, et puis cette voix qui portait ce récit que je trouvais, j'ai eu l'impression qu'on pouvait s'entendre. D'ailleurs, pour être totalement transparent sur ce comité, il était même un peu gênant, ce comité. Il était extrêmement gênant, Thomas. Parce que il était très très gênant. Parce que je parle en dernier, je suis le troisième à m'exprimer sur le sujet, je me lance et je dois m'arrêter genre 10 minutes après une avalanche de compliments, et il y a un silence, et il y a un des membres du jury qui se retourne vers moi qui fait, mais c'est quoi, c'est une proposition, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on est un peu comme ça. Pas du tout. Pauline, quand tu as l'idée initiale, qu'est-ce qui t'amène à écrire ce scénario? Alors moi, depuis que j'étais à la FEMIS, ça faisait longtemps que je tournais autour du fantastique, en l'incorporant en fait à chaque fois dans un monde comme le nôtre, quoi. J'essayais vraiment, c'est Thomas qui a cette expression, qui me l'a dite assez rapidement après notre rencontre, mais j'essayais de créer une histoire où il y aurait du fantastique, l'air de rien. J'avais plusieurs obsessions qui tournaient depuis quelques années, et le point de départ du réel animal, qui s'appelait donc Créature à l'époque, c'était, mais le tout premier point de départ, la maladie mentale, mais de manière, très très vaste et tout, parce que c'est des questions qui m'intéressent, qui me touchent, bref, ça fait partie de mes obsessions, la marge, notamment
notamment liées à la santé mentale. Et j'avais envie d'en parler. J'avais envie aussi d'écrire un monde fantastique. Et ça m'est venu comme ça. Enfin, l'idée qu'Émile serait une créature, qu'en fait dans ce monde il y aurait des créatures. Mais évidemment, c'est pas arrivé en une seconde. Enfin, c'est des choses qui ont tourné dans ma tête pendant longtemps, que j'ai essayé autrement pendant quelques années. Et simplement là, à ce moment-là, c'est venu comme ça. Et il s'avère que ça a fonctionné et que je l'ai senti comme ça. Et alors, il y a votre rencontre qui, vous êtes là tous les deux, vous êtes encore des sourires, donc ça a eu l'air de bien se passer. Et nous, on s'est posé la question de comment on fait quand on est un scénariste qui est déjà réalisateur reconnu pour aller voir une étudiante en disant « J'aimerais bien écrire sur ton histoire ». Et comment on fait quand on est étudiante pour pas se dire « Là, il y a eu... Luc Besson a été débouté dans l'histoire Eiffel là, il y a 2-3 jours. La scénariste Caroline Bongrand a raconté tout son parcours. Comment on fait pour pas dire « Oh là là ». Est-ce qu'il va pas m'arracher mon histoire ? Évidemment, il faut faire attention quand on est scénariste, quand on est une jeune femme, ça c'est clair. Là, au départ, je me suis pas dit ça. Déjà, le premier truc, c'est que quand Thomas m'a appelé et qu'il m'a dit qu'il voulait qu'on se rencontre avec son producteur, je lui ai dit mais ok, simplement, moi mon année se termine dans 1 mois et j'ai envie de terminer ma version, en gros, avant qu'on s'y mette. Déjà, là, il y a eu 0 problème. Il était oui, bien sûr. Évidemment, en fait, il y a pas de problème. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, on s'est pas mis à écrire tout de suite. On a appris à se connaître parce que voilà, même si on avait eu tous les deux une intuition du fait que vraiment on pourrait écrire ensemble, ça pouvait ne pas fonctionner, quoi. Il fallait voir plus loin que ça. Et donc, pendant quelques mois, quelques semaines, c'était l'été, donc 2019, on a vu des films ensemble, on s'est échangé des idées, on a tout remis à plat par rapport au scénario, on s'est échangé des tas de pistes. Et un truc, que j'ai ressenti moi et que je ressens, toujours maintenant, c'est qu'il y avait vraiment un rapport d'égalité. Même si Thomas avait déjà fait une série, etc., et que moi je sortais à peine de l'école, pour moi c'était vraiment un rapport très égalitaire et du coup hyper intéressant, quoi. On essayait de rien se cacher, on se disait tout ce qui nous passait par la tête, et donc parfois ça entraînait des journées qui pouvaient être, à la fin on était un peu épuisés parce que vraiment on laissait tout sortir. Et donc non, c'était au contraire, c'était passionnant. Il y a aussi eu des moments de creux, mais c'est normal dans l'écriture parce que parfois on est bloqué. C'est une phase qui arrive souvent. Puis après, ça a continué comme ça. Pour moi, en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Déjà, je pouvais me mettre à ta place, c'est-à-dire que j'ai fait la même formation quelques années plus tôt, donc je vois ce que c'est, sortir de la FEMIS ou d'une école de cinéma quelconque, ou en tout cas démarrer une carrière de scénariste et d'avoir un premier écrit. J'étais assez préoccupé, inquiet de ça, que ça se passe bien et que ce soit pas l'histoire d'une dépossession. Après, j'ai essayé... alors, il y a eu 2 trucs. C'est d'une part, c'est qu'on a effectivement pris le temps de se mettre ensemble au travail, parce qu'on a dû se rencontrer en mars ou avril, un truc comme ça. Début mai, je crois. On s'est rencontrés. Ah ouais. Ouais. En tout cas. Avril, non, mais t'as raison, je sais plus. Ouais, je crois que c'était en avril. Et en tout cas, on s'est pas mis au boulot avant vraiment. Enfin, on a commencé vraiment à réécrire en septembre. Donc. Ouais. Donc il y a eu du temps entre les deux. L'autre truc, c'est que j'ai essayé d'être direct avec Pauline sur le fait que le film que j'envisageais de faire, d'une part, on savait pas ce que c'était, et le seul truc dont on pouvait être à peu près sûr, c'est que ça serait pas ce qu'elle avait écrit. Moi, ce qui me faisait le entre guillemets le plus peur à ce moment-là, c'est de me dire, si tu tiens absolument à ce qui est dans ce scénario, je suis pas la bonne personne pour le réaliser. Je peux peut-être t'aider si tu veux en faire un film, mais en tout cas, le film que je veux faire, même moi, je sais pas encore ce que c'est. Ce que j'ai compris, c'est que en le lisant, c'est que c'était possible qu'on travaille ensemble et qu'il y avait là-dedans des idées qu'on peut retravailler, etc. J'ai pas non plus sauté sur un récit, sur une histoire précise. Et d'ailleurs, ça a été assez long quand on a repris le travail en septembre. C'est parce que les réunions qu'on avait eues avant avaient servi effectivement, comme disait Pauline, à détricoter. Moi, je posais énormément de questions à Pauline pour savoir s'il y avait pas des choses à côté desquelles j'étais passé en termes de sens et en termes de potentiel d'histoire, de potentiel de scène, etc. On se posait beaucoup de questions sur toutes les dimensions du scénario. Et quand on a vraiment commencé à travailler en septembre, on a redémarré from scratch. Ce qui était franchement pas easy. Je pense ni pour Pauline, enfin tu me confirmeras ou pas, hein, mais c'était pas facile pour Pauline parce que elle passe d'un truc où il y avait quand même 100 pages de scénario écrit à 0. Donc ça c'est quand même pas hyper voilà. Et à se reprendre le doute du scénariste. Ouais, exactement. La page blanche. Et donc on redémarre à ça et c'était pas non plus très confortable pour moi parce que ça me donnait d'un coup le rôle de il va falloir que ça vienne de moi aussi. C'est-à-dire c'est pas comme si on avait déjà toutes les clés dans un premier texte et maintenant il suffit juste de rajouter des briques, etc. Il fallait redémarrer à 0 et je sentais bien, même si on se l'est jamais dit comme ça, mais qu'il fallait quand même que ça vienne de moi ce premier jet parce que Pauline en gros avait déjà fait son premier jet. Donc c'était à mon tour. Donc voilà, et c'est vrai que là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que du coup ça crée forcément un rapport qui est plus équitable. Oui, et qui est aussi, c'est pas plus honnête, mais en tout cas, on se met tous les deux, voilà, comme disait Thomas, il
fallait que son premier jet vienne, et donc ça se fait pas en 2 secondes, faut se sonder à l'intérieur et mettre ses tripes sur la table, quoi. Donc ça, c'est aussi un état un peu de fragilité, quoi. Et je pense qu'on n'a pas eu peur d'être fragile comme ça l'un avec l'autre pour trouver cette nouvelle histoire, enfin cette nouvelle manière de raconter une histoire. Ça racontait quoi l'histoire d'avant, la tienne? Bah il y avait Émile, il y avait François, mais François était un personnage très secondaire. La mère d'Émile était... Pour ceux qui ne suivent pas, Émile est le fils, Oui. François est le père. Voilà. Émile, donc, était déjà une créature. C'était un secret entre lui et son père. Et surtout, la mutation se manifestait de manière très différente. C'est-à-dire qu'en fait, c'était par crise. C'était quelque chose de cyclique. Quand les émotions d'Émile, par exemple, prenaient le pas sur sa raison pour aller vite, c'est là qu'il se mettait à muter. C'est un peu un loup-garou, quoi. Ça tirait plus du côté du loup-garou, même si j'avais pas envie de faire du loup-garou, en fait. Je cherchais, je pense. Mais à chaque métamorphose, voilà, il devenait un peu plus. Il y avait encore des créatures qui avaient des formes diverses. La mère d'Émile était à l'hôpital, mais pareil, elle était assez secondaire. Et l'autre personnage principal était Fix, mais qui n'était pas du tout un oiseau à ce moment-là. Fix, qui est donc un personnage du règne animal qui devient un ami d'Émile. Et puis surtout, il y avait un truc un peu de gémelléité entre Émile et Fix, qui avait plus ou moins la même mutation. Ça tournait pas du même côté que maintenant le règne animal, et surtout, c'était beaucoup plus ma version à hauteur d'ado. C'était vraiment les ados, les personnages principaux. Pour le coup, là j'aurais pu dire, ah bah oui, le genre, c'est du coming of age presque pur et dur. C'était plus à ce niveau-là. Vous avez commencé à travailler ensemble, toi t'as sorti ta version. Alors non, ça s'est pas passé comme ça. Le premier truc, c'est d'essayer de comprendre, ce que moi à ce moment-là, j'ai une liste de, je me fais une liste pour moi-même de choses, d'intentions, de choses que j'aimerais voir figurer là-dedans, et aussi d'impossibilités, c'est-à-dire de choses qui étaient dans le scénario de Pauline et qui me parlent moins, quoi. Par exemple, sur cette question d'adolescence, moi, l'âge des personnages me posait un problème parce que j'avais pas très envie de parler ils avaient autour de 13 ans, hein, c'était Non, c'était 13, plus, 14. Ils avaient 15. Ils avaient Alors, 14, 15. Pour moi, on était dans le cœur de l'adolescence, en tout cas, on était dans ce débat du cœur de l'adolescence, et ça, rien que comprendre que c'était pas ça mon envie, ça a pris déjà du temps, quoi. Ouais. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et ensuite, quand je dis qu'il fallait que j'abonde, que ça vienne de moi, cette partie du travail, ça a pris la forme d'un synopsis, en fait. Une proposition d'histoire, en fait. C'était ça qui nous manquait, ça qu'on se d'un jouait. élément déclencheur. On s'était vu pendant des semaines en décortiquant les thèmes, le pourquoi du comment. Est-ce que la mutation elle est cyclique ou est-ce que c'est quelque chose qui est progressif? Qu'est-ce que ça éclaire? C'est quoi la métaphore de fond, etc. On peut en parler éternellement, mais il y a un moment il faut une histoire. Et ça a été ça a été compliqué. Mais il y a un moment en tout cas en début du mois de novembre où c'est arrivé. Et mais avant ça a été très dur. Avant ça a été, il y a eu des moments de gênance. Ouais. De malaise. De malaise, ouais. On avait rien à se dire, non mais clairement. Parce qu'en même temps, on s'était beaucoup dit, mais... Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup analysé ce qu'on avait envie de faire, mais il y avait pas de... Et c'était un malaise lié à un blocage ou au fait que vous arriviez à des points de tension? Non, c'est du blocage. C'est du blocage, mais c'est pas de la tension entre nous. Je pense que c'est de la tension intérieure aussi, parce que... Non, mais c'est très clairement ce que t'as appelé tout à l'heure la page blanche, ouais. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut pouvoir... Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on écrit? Est-ce qu'il y a un film? Est-ce qu'en fait, on va vraiment écrire ensemble? Enfin, vraiment, tout était... Et dans ces cas-là, vous faisiez quoi, vous? Et ben, en fait, on s'est pas vu pendant 3 semaines. Je crois qu'on a fait une coupure, non? Pendant 2 semaines. T'exagères, c'est pas 3 semaines, mais... C'est pas 3 semaines? Non, ça doit être moins que ça, mais c'est possible que ce soit même 10 jours et que ça nous ait semblé long après parce que à cette époque-là, on se voyait tous les jours. Donc, mais même si c'était peut-être 10 jours, j'en sais rien. Et en tout cas, un matin, je me suis levé et c'est sorti, quoi. C'est à 8h du mat, c'était génial. Ouais, non, j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, je crois, il faut que je te lise ça, dis-moi si je déraille ou s'il y a vraiment un film. Et ça faisait une petite page, une 20-30 lignes, et il y avait un déroulé, quoi, avec l'idée que ils doivent déménager parce qu'il y a un centre qui vient d'être construit, l'idée que va y avoir un problème avec le convoi et que... L'idée de l'accident, pour moi, c'est ça qui a changé. L'accident et du coup la disparition, qui dit disparition dit quête de la mère, donc ça et c'était... du père, ramener François dans l'histoire. Et surtout, enfin, à cet endroit-là, c'est marrant parce que ça s'est décousu tout seul en l'écrivant, le fait d'avoir cette espèce de structure en X, c'est-à-dire d'avoir le fait d'un personnage qui est très fort de ses certitudes au début, qui est François, et qui va petit à petit mettre un genou à terre à mesure que son fils, lui, va apprendre sa puissance. Et du coup, les deux personnages se croisent. Et donc, tout le récit devient structuré autour de ça, autour de la distance qu'il y a entre l'un et l'autre, et l'impression qu'on peut avoir qu'ils sont ensemble, ou pas. Une des premières intentions que j'avais, c'était de donner une place première au personnage du père. Donc, du coup, on en a discuté, j'ai appelé Pauline, je lui ai lu les... À 8h du matin, j'avais mon café. T'exagères encore. Et là, pour le coup, je n'exagère pas du tout, parce qu'à l'époque...
Voilà, merci. Non mais on est d'accord. Et je lui lis du coup l'histoire et voilà, elle était très convaincue. À partir de là, on a fait un travail plus classique de va-et-vient entre nous, de texte, de structure, voilà, et de version. C'est ça. La question du père, là, dont tu viens de parler, de la relation père-fils, on l'a déjà un peu dans Les Combattants. Oui, il est très absent de l'histoire, Voilà, le père, ouais. pour le coup, mais Et toi, je crois que quand tu as écrit Le règne animal, tu venais d'être papa. Ouais. Donc c'est un truc qui t'habitait. enfin, je venais d'être papa, je l'étais en tout cas, c'était ma nouvelle condition depuis quelques D'accord. années, ouais. Et c'est un truc qui t'habitait. Toi, Pauline, comment tu reçois cette montée du père dans l'histoire et ce questionnement sur le lien père-fils qui est quand même très présent? Moi, ça m'allait très bien parce que les thématiques familiales, les relations d'un enfant avec son parent, que ce soit la mère, le père, c'était des choses qui m'habitaient depuis longtemps. Mais en essayant de me mettre à la place du parent, mais sans tout à fait y arriver, j'étais quand même plus à l'aise pour écrire Émile, on va dire, que pour écrire François, par exemple, à l'époque de la V1. Et donc, pour moi, cette envie de Thomas de donner une place à François, d'en faire le deuxième personnage principal, c'était génial. En fait, je pense qu'on s'est bien complété là-dessus. Et moi, ça m'allait très bien de filer une histoire familiale, de parentalité, parce que j'en avais envie, mais je savais pas forcément comment faire, enfin, comment l'aborder, en fait. Mais disons qu'il y avait aussi, je me souviens très bien des débats au tout début sur la base de ton premier script. Mon leitmotiv, c'était faut externaliser le conflit. C'est-à-dire que le conflit était très intérieur du personnage d'Émile. Il y avait comme ça un peu un personnage de cocotte minute et on se demandait quand est-ce que ça éclate, etc. Ce qui est un type de récit. Là, moi j'avais quand même le sentiment que pour que le film il délivre son ampleur, il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit entre deux personnages, quoi, et que ça circule avec un autre personnage. Et c'est vrai que ça a été un soulagement de voir que le père pouvait occuper une place prépondérante, puisse devenir un protagoniste, parce que d'un coup il y avait évidemment la quête du fils, il y a la possibilité du secret, ce qu'on a découvert par la suite, parce que là, à cette époque-là c'était même pas encore en place, le fait que Émile découvre sa propre mutation pendant le film, du coup doivent mentir à son père. Il y a la question de comment le regard qu'on pose sur son enfant change, et c'est aujourd'hui ce qui structure vraiment le film. Il y a la question de comment ces deux personnages réagissent différemment à une société qui bascule, ce qui est encore un autre sujet qui permet de politiser aussi le propos et de l'élargir à tout l'environnement des personnages. C'était la porte qui manquait pour que d'un coup le film puisse devenir aussi plus accessible, mais aussi plus spectaculaire, aussi plus prenne une autre ampleur, presque plus populaire, j'allais dire. Du coup, vous avez posé ces sujets avant d'écrire les scènes qui les matérialisent, ou c'est à l'écriture vous dites finalement il y a ce sujet qui est important qu'on doit aller chercher? Non, Quel sujet? ça... Quand tu parles du rapport père-fils ou de comment la société réagit. Non, ça c'est les sujets dont on parlait à bâton rompu déjà depuis des semaines. Depuis plusieurs mois même. Et c'est juste que là, d'un coup, ça a pu éclore de manière organique. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit, ok, il y a un gène mutant qui va changer le corps de cet adolescent. Donc ça permettra de parler du passage à l'âge adulte, de la fin de l'adolescence, etc. Au-delà du personnage d'Émile, ça va contaminer la relation à son père dans les deux sens. C'est-à-dire que le père va évoluer, le fils va évoluer. Ça permet de parler de la famille. Et au-delà d'eux, ce gène mutant va transformer la société, le monde, polariser, pourquoi pas cette petite ville entre ceux qui ont un instinct de rejet et ceux qui ont un instinct d'accueil. Et donc ça permet aussi de traiter du côté plus environnemental et politique de l'histoire. Donc, et d'un coup, ça avait cet entonnoir, parce qu'on parlait beaucoup d'entonnoir à ce moment-là, c'est d'entrer par la petite porte. De récit de l'état du monde. Et d'élargir au fur et à mesure. D'un coup, c'était possible, quoi. Et est-ce que vous avez eu un questionnement sur la multiplicité des thèmes, justement? Parce que du coup, on le voit quand il y a des gens qui voient le film qui ça leur a beaucoup plu, et ils disent j'y ai vu une allégorie de ça, et d'autres qui disent moi j'y ai pas du tout vu ça, j'y ai vu autre chose. Est-ce que vous avez eu peur que c'est d'avoir plein de thèmes comme ça qui se superposent, que ça dissolve le propos? On avait envie, en tout cas, je crois que la métaphore puisse être interprétée différemment par chacun, qu'elle puisse parler à chacun. Enfin, en tout cas, moi, ça me va très bien que les spectateurs puissent s'approprier le thème. Mais on voulait pas non plus se dire ah bah voilà, les spectateurs peuvent s'approprier le thème, donc on n'a pas à le bosser, en fait, chacun il verra un peu ce qu'il a envie. Au contraire, on est passé par pas mal de phases, je crois, en disant bon bah alors ça représente la maladie mentale, ça représente la marge à ce niveau-là, ça représente ci, ça représente ça. En fait, on a essayé d'un peu écumer tout ce que ça pouvait vouloir dire en construisant quand même un récit, une structure très au taquet, étant donné que c'est hyper dense. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explication. Est-ce que ça tue la métaphore? Dès le départ, on voulait totalement. En fait, c'est le premier endroit où ça a posé une question. C'est-à-dire, vu que la mutation, elle était en train de devenir autre chose, elle devenait dans ce qu'on était en train de poser, là, elle était en train de devenir une maladie qui touchait mystérieusement des gens dans le monde entier. Donc d'un coup, on n'était plus dans une seule interprétation métaphorique ou purement fantastique.
On était dans un truc où on le racontait de manière réaliste en disant voilà, c'est une maladie. aujourd'hui il y a je sais pas, il y a la grippe espagnole, demain il y a la mutation en animaux. À partir du moment où c'est posé comme ça, les interprétations elles peuvent être multiples. Et on a fait en sorte de les nourrir en gardant la possibilité qu'elles puissent être interprétées quoi. Moi aujourd'hui, j'avoue que c'est une des plus grandes fiertés quand à la suite d'une projection le public nous pose des questions sur effectivement des gens ils voient quelque chose de la crise migratoire, d'autres du sort qu'on réserve effectivement aux pathologies psychiatriques en France, mais on a eu des débats sur les transitions de genre, on a plein de choses en fait, et je pense que c'est ça la force des histoires fantastiques. Après on parle quand même toujours de la même chose, c'est-à-dire comment un corps social est capable ou pas d'absorber la différence. Ça c'est quand même le sujet de fond. Et donc je vais pas dire qu'on n'était pas surpris de la diversité, mais on est très heureux en tout cas de la diversité des interprétations, je veux dire. Ça c'est pour la diversité des thèmes, mais il y a aussi une diversité de genre dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une course-poursuite qui est proche d'un thriller, film d'action. Il y a des moments de comédie. Moi j'ai pleuré plusieurs fois. Comment vous avez géré ça pour que la structure tienne debout ? Bah déjà, en fait, on bossait ça en parallèle. D'un côté, la structure, qui existait à un moment sur une frise Excel gigantesque créée par Thomas, ce qui m'impressionnait beaucoup. Je me rappelle que toi, parfois, au départ, quand on était, à ce moment de la frise Excel pour gérer la structure au millimètre, parfois, toi, tu me commandais des scènes, des trucs, et j'allais t'en envoyer genre 3 à 4 sur un sujet. Parfois, on s'en envoyait chacun, on s'en échangeait. En fait, on faisait les deux en même temps, un peu. Structure et écriture de scène. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a trouvé notre équilibre entre comédie, thriller, aventure, horreur. Je suis pas sûre qu'on soit déjà dit tiens cette scène il faut l'écrire en comédie. C'est pas vraiment comme ça qu'on bossait. Ouais. C'est que dis-moi c'était un autre vécu, mais moi c'est pas comme ça que pour moi c'est comment dire, quand tu dis le mot équilibre, je me dis que c'est vraiment tout ce qu'on a essayé de pas faire. C'est-à-dire qu'on a pas de chercher un équilibre entre les genres. Ah non, entre les genres. Voilà. Un équilibre du scénario. C'était sans le son qui me monte à la tête. Non, du tout. C'est juste que moi un équilibre au scénario, je voulais dire. C'était pas clair ça que moi j'ai l'impression que en tout cas, quand je disais tout à l'heure que la voix de Pauline m'avait intéressé dès les premières lignes, dès les premières scènes, c'est qu'il y avait déjà ça. C'est-à-dire que moi je sortais, mon premier film, c'est un peu pareil. On est dans un monde réaliste avec des choses qui se passent, qui sont de l'ordre du fantastique ou de l'anticipation, et c'est absorbé sans que le film devienne un monochrome de film de genre. Et ça c'est vrai que c'est une hantise totale pour moi, mais pour toi je pour pense moi aussi. Bah oui. Et du coup on s'est dit dès le début que ça ne devait pas être ça. Donc pourquoi une hantise totale? Parce que c'est vrai que dans Les Combattants il y a une partie presque comédie romantique, il y a un film de survivaliste, il y a un buddy movie, il y a plein de choses. Ah mais je suis incapable de l'expliquer, c'est une question d'appétence. Sur Les Combattants j'avais très clairement envie assez tôt dans l'écriture que le film il traverse plein d'expériences différentes parce comme tu disais tout à l'heure que ça ouvre à chaque fois une nouvelle porte en fait, puis je sais pas, je parlais de ce début de l'âge adulte où j'ai l'impression qu'on baigne dans des bains très différents d'un jour à l'autre, et j'avais envie que le film il soit à la hauteur de ça. Ça m'intéressait quoi, et là j'avais envie de pousser ce truc là, et comme c'était présent aussi dans ce qu'avait écrit Pauline, c'est un truc je pense qu'on en a jamais discuté, de chercher un équilibre ou une moyenne entre les différents genres. Non, ça pour le coup on s'est mais ça on s'est jamais dit ça comme ça. Au contraire même, j'ai eu l'impression qu'au fur et à mesure de l'écriture, dès qu'il y avait une possibilité, on allait à fond dedans en fait. Donc il y a eu des scènes, on y allait, mais je me souviens de discussions avec toi en se disant mais il faut qu'on chiale, allons-y à fond dans le mélo. Ouais, là on est content, on a envie de pleurer, c'était plutôt comme ça que ça venait. Les scènes d'action, on y allait à fond dans le sanglant, et les os craquent. Franchement on n'a pas retenu grand-chose, on y allait à fond parce qu'on avait l'impression que comme on se sentait bien sur les personnages, sur le point de vue, etc. On écrivait ce qu'on avait envie d'écrire, et on se disait, je pense aussi, en tant que spectateur, j'ai envie de voir ça, aussi. Je pense. Ouais. C'est ça qui nous tenait. C'est des goûts de cinéma. Par exemple, j'adore Bong Joon-ho. Je trouve que c'est un truc qui est hyper réjouissant dans son cinéma. C'est que je pense le fait qu'on soit bien avec ses personnages permet une plasticité, une flexibilité du ton, mais ça bouge, mais énormément d'une scène à l'autre. On peut avoir une scène hyper tragique qui devient d'un coup totalement burlesque avant de virer vers le thriller, et on n'a pas de problème avec ça parce que on est aux premières loges de ce que les personnages ressentent, et que la vie parfois elle est aussi brutale que ça. Donc ça s'y prêtait fort, et du coup c'est vrai qu'il y a, je réagissais tout à l'heure au mot équilibre quand tu dis équilibre, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout cherché d'équilibre, j'ai l'impression. Ouais, mais on s'est mal compris alors, parce que je trouve quand même que le scénario est très déséquilibré d'une certaine manière. Dans son déséquilibre, il est équilibré. Ce que je veux dire, c'est que je me souviens par exemple qu'il y avait des choses, justement le fait qu'on puisse rigoler avec des ados qui disent n'importe quoi, ensuite qu'on se mette à chialer dans la forêt, etc. Ça pouvait faire peur, par exemple, à l'étape d'après avec les
je sais pas, les diffuseurs et tout. Pourtant, tout le monde est tombé dans le scénario. Enfin, et c'est là que je trouve qu'on a quand même réussi à créer un monde, peut-être que je devrais le dire comme ça, mais où là où ça a posé fait. des questions, c'est sur comment dire, sur l'étiquetage du film. Bah C'est oui. que très rapidement on demandait mais alors c'est quoi? Donc moi j'avais mes réponses, je disais c'est un film de personnages, ce qui est une réponse de Normand, Voilà. ou alors je disais c'est un film d'aventure, ce qui permettait de collecter tous les registres. Mais en revanche sur le film lui-même, que ce soit au tournage ou au montage, ça a jamais posé le moindre problème. Au contraire, ça a revitalisé constamment l'histoire, et vu que c'est quand même ça au fond ce que ça raconte, c'est-à-dire une anomalie qui rend un monde plus vivant. J'avais l'impression que on sait souvent le scénario doit muter. Le film doit être hybride et le film doit muter. Ouais. Est-ce que le côté très réaliste du film, son naturalisme, le fait que les personnages, c'est des personnages comme tout le monde, est-ce que justement ça permet ça? Moi je crois. Moi je crois que c'est ça. C'est le fameux fantastique l'air de rien aussi. Je crois que c'est ça qui permet qu'on ait envie d'y aller aussi, parce que on se sent accueilli dans un univers qui nous ressemble et on s'amuse à voir comment tout se met à glisser, où tous les rapports sont bouleversés, etc. Là où quand on démarre, quand je disais tout à l'heure dans le monochrome, avec soit en projetant l'histoire dans un futur, soit en projetant directement l'univers et la forme dans un espace qui est plus théorique, le risque c'est d'avoir cette espèce d'écran, cette espèce de distance à ce qu'on voit, en se disant ok, maintenant on va vérifier si toutes les règles sont respectées, si on déborde pas. Là tout devenait possible et c'est ça qui était hyper réjouissant. Ouais. Alors le film il a marqué les gens parce qu'il est assez singulier pour toutes ces raisons, mais est-ce que vous dans votre tête vous aviez des modèles? Est-ce qu'il y avait des références? Vous disiez en fait je veux aller vers ça? Alors je dirais pas des modèles, mais oui, enfin il y avait des films qui nous tournaient dans la tête, ça c'est clair, des livres aussi. Il y avait pas mal de films de Miyazaki. Il y avait Clint Eastwood, Un monde parfait, Running on Empty, qui revenait beaucoup dans nos discussions. Après, on s'échangeait aussi, c'était bien parce qu'on s'échangeait pas mal de bouquins, de musique, etc. Et il y avait tout ça en fait qui nous nourrissait. Il y avait, comme Thomas l'a dit, aussi les films de Bong Joon-ho, mais il y avait pas, on se disait pas tiens, on veut faire du Bong Joon-ho ou on veut faire du Miyazaki, mais on s'est beaucoup nourri quoi. Enfin pendant cette période-là, c'était bien, mais et généralement, on se faisait aussi découvrir des trucs. On se rendait compte aussi qu'on aimait par exemple, je sais pas, la même musique de Placebo qui date d'il y a 20 ans et puis on l'aime tous les deux et donc tiens, on va l'écouter cette semaine d'écriture. Il y avait ça aussi en fait qui nous nourrissait et qui devenait qui faisait partie du coup des références, mais en fait il y en a plein, il y en a pas qu'une. Ouais, la première ayant été je pense Black Hole, voilà, qui était un peu un truc où il y a un peu de mutation. Enfin, une BD de Charles Burns, du coup. Ouais. Voilà, qui est un grand classique de la BD américaine, avec des ados qui mutent bizarrement. D'ailleurs, on sait pas trop en quoi, mais ils ont des bubons, des queues, des trucs. Des queues de cochon, des cornes ouais. Et oui, il y avait des références au niveau du genre. Donc, on a parlé du cinéma de Bong Joon-ho ou celui de Miyazaki. On a parlé de La Mouche. Ça nous est arrivé de parler de La Mouche parce que c'est un des rares films qui traitait la question de la mutation comme quelque chose de progressif et de scientifique, c'est-à-dire de crédible, pas justement comme une crise de loup-garou ou comme quelque chose de magique. Ils sont pas très nombreux les films à le faire, donc celui-là je me souviens qu'on en parlait. Et après sur le rapport père-fils, oui, c'est vrai, il y avait Un monde parfait, il y avait À bout de course, moi il y avait ce film de Ozu auquel je revenais souvent qui était Il était un père, et voilà, on a parlé de pas mal de choses. Là tu parlais de l'influence de bande dessinée, vous avez travaillé avec un auteur de bande dessinée, je crois, à un moment donné, au moment du storyboard, quelque chose comme ça? Alors non, c'est bien avant, c'est vraiment c'est le moment où le tournage a commencé progressivement à basculer dans la prépa. Donc ça c'est fin 2020. C'est un moment où j'ai contacté Frédéric Peters, qui est un auteur de BD suisse, et on a travaillé à distance. Je lui ai envoyé le scénario et il a travaillé à l'élaboration d'un bestiaire. Donc je lui faisais des retours là-dessus. Je lui ai envoyé des références. D'ailleurs c'est marrant parce que je me souviens que la première image de fixe que j'ai reçue, c'était Brian Molko de Placebo, justement. Je lui avais envoyé ça comme photo en disant voilà, j'aimerais bien qu'il ressemble à Brian Molko. Et on avait fait un croisement on avait dit quoi, un croisement entre Brian Molko et autre chose, et quelqu'un d'autre, je crois. Alors oui, après il y a eu une phase effectivement où c'était Guillaume Depardieu slash, voilà, c'était ça, slash Brian Molko. Ouais. Il y a eu plein de versions de cet homme oiseau, et donc lui il bossait et je lui faisais des gros briefs sur comment la mutation pouvait est-ce que c'est pas intéressant qu'elle surgisse d'abord par un bras ou de l'intérieur vers l'extérieur, est-ce qu'il y a pas un bec qui éclate le visage en deux. Donc il y a des trucs hyper sordides, il y a des dessins magnifiques d'ailleurs, et puis c'est vraiment un moment où on cherchait comment ça allait être visible, quoi, ce changement du corps, si ça allait intervenir chez tous les gens atteints de la même façon ou pas, et ça a duré 5-6 mois, donc il y a des centaines de dessins, et après ça il y a eu d'autres dessinateurs, d'autres phases de dessin. Là c'était encore un dessin qui était très pas abstrait mais hyper coloré, très BD, très libre, où on se posait pas les questions de gravité, de comment on va devoir est-ce qu'il y aura un comédien à l'intérieur, on se posait pas du tout ces questions.
science-fiction là, on était vraiment sur dans le fantasme pur. Et ensuite on a commencé le casting et le travail avec des character designers qui eux avaient pour contrainte d'imaginer qu'il y avait un corps à l'intérieur ou parfois même déjà un acteur défini, puisqu'on à partir du moment où on a commencé à valider des comédiens, ils ont travaillé sur les photos et des corps des comédiens. Est-ce que ça a influé sur l'écriture, cette phase de préparation, ou même la réalité à un moment du budget nécessaire pour faire les effets spéciaux? Est-ce que vous avez des scènes qui n'ont pas pu être tournées? En fait, cette prépa, elle a démarré, comme je disais, en novembre ou décembre 2020, et le scénario, on a continué à l'écrire jusqu'au tournage. Donc il y a eu 2 ans. Alors on travaillait plus exactement de la même façon avec Pauline, qui était partie un peu sur d'autres projets à ce moment-là, mais déjà elle lisait toutes les versions, et puis il y avait des moments où c'était bien que tu proposes que t'écrives des scènes, quoi. C'est ça, ouais. Que je reprenne un peu des trucs de mon côté. Enfin, ça te permettait toi aussi ensuite d'avoir du recul sur l'écriture, puisque tu gérais aussi la prépa et tout, ça faisait beaucoup, quoi. C'était un moment curieux parce que j'avais jamais expérimenté ça, le fait que, déjà d'une prépa aussi longue, et le fait que le scénario allait être autant impacté par la prépa. C'est-à-dire que effectivement à ce moment-là, c'était tout devenait c'est une série de contraintes dont on apprenait à comprendre pas à pas tous les aboutissants, parce que au scénario on écrit un homme oiseau s'envole depuis un tronc, et voilà. Et derrière on se retrouve avec des questions et un nombre de réunions autour de juste cette phrase qui est assez difficile à imaginer. Et au fur et à mesure qu'on commence à comprendre les contraintes, où on a envie d'aller, si on a plutôt envie de filmer des vrais corps, ou si on veut tourner tout sur fond vert, il y a plein d'options possibles pour faire ça. Et à mesure que je choisis l'endroit où je pense le film doit aller, forcément ça crée à certains endroits des opportunités, et à d'autres des contraintes telles qu'on doit abandonner des scènes. On a notamment la scène à l'hôpital au début. Ouais, alors celle-là, elle est sortie du jeu assez tard, vraiment juste avant le tournage, parce qu'il y avait aussi un besoin C'était quoi comme scène? C'était la scène de l'hôpital quand Émile et François rendent visite à Lana, la mère d'Émile. En fait, on voyait dans l'hôpital pas mal de personnes, créatures, quoi. Enfin, il y en avait peut-être pas 10, mais il y en avait bien 5, un truc comme ça. Il y en avait 7 ou 8. 7 ou 8. 7 ou 8. Et il a fallu tout couper. Enfin, maintenant, il reste l'enfant fourmilier, mais en fait, cette séquence, juste après la discussion avec le médecin, aujourd'hui, ça se termine, on va voir ta maman, cut, on est dans la chambre, ce qui semble très logique en termes de cinéma. Là, il se levait et il déambulait dans l'hôpital, et ça permettait de voir un peu ce à quoi on allait être confronté pendant le reste du film. C'est marrant parce que ça raconte pas du tout la même chose, parce que finalement avec le film qu'on a vu nous, on attend très longtemps avant d'avoir une vraie vision des créatures. Parce que là sur la mer, on la voit que de dos, on voit qu'un œil, on la voit très partiellement, et ça fait... C'est ça que j'ai trouvé au final contradictoire, c'était le fait que, alors il y avait deux trucs, hein. Je parle même pas du budget, parce que la séquence était effectivement très lourde, mais budget, prépa et temps de tournage, etc., tout était très lourd. Mais disons qu'il y avait un premier problème, c'est que on mettait une promesse à cet endroit-là de quantité de choses à montrer, qui allait être dur à tenir après, et en plus pas très intéressant. Ouais. C'est-à-dire que le film il est pas autour de ça, il est autour de l'intimité des personnages et des émotions, etc. Donc c'était un peu bizarre de faire un espèce un vestige de quand on se faisait kiffer, en fait. Oui, je pense que c'était un espèce d'appel au spectaculaire qui est plus trop de raison d'être à ce stade-là. C'est ça. Peut-être sa volonté aussi de démarrer un film en mettant plein les yeux. Non, parce que la première scène a quand même c'est pour ça qu'à la fin c'était contradictoire, comme tu viens de dire. C'était un doublon, c'était une sorte de doublon bizarre, et je crois que quand même c'était peut-être un reste, à force d'entendre qu'il faut qu'on explique, de surexpliquer, peut-être. Et donc ça c'était le dernier truc, on s'est dit bon, alors on explique mais sans expliquer, c'est-à-dire qu'on va montrer, ce qui est un peu habile au scénario, mais en fait quand on voit ce qu'il va falloir déployer pour faire un truc dont en fait qu'on a vraiment pas envie de faire, en fait c'est vraiment ça le truc, on s'était juré depuis le début de pas faire, c'était d'expliquer. Voilà. Donc de prendre le spectateur par la main, genre alors voilà, parce qu'évidemment en déambulant dans cet hôpital, on voyait différentes espèces animales, mais on voyait aussi différents états de mutation. Donc ça expliquait finalement beaucoup de choses, et finalement c'était quand même beaucoup plus intéressant de soustraire ça et de laisser au film dans sa grande courbe toute cette idée, se dire ok, maintenant le spectateur comprend. Là, et en même temps de manière subtile, on comprend tout ça puisqu'on voit Fix avec juste un bras, on voit la mer, et on comprend très bien le concept. Ça a été un soulagement total d'enlever cette scène, alors qu'on la croyait totalement enracinée, c'était impossible, on n'avait pas le droit d'y toucher. On ne pouvait pas l'enlever. Et je l'ai enlevé, je me souviens plus, janvier 2022, donc c'est vraiment juste avant le tournage, et dès le lendemain je me suis dit mais quelle bonne idée. Non mais
en plus, évidemment, parce que, enfin, vraiment, tout était là. Enfin, pareil, l'œil de la mer, depuis très longtemps, on savait qu'on n'en verrait pas plus, fixe, qu'il n'y a qu'un bras mutant au départ. Enfin, ouais, ça avait plus de sens, quoi, de la garder comme ça. À quel point c'est écrit dans le scénario, justement, les éléments liés à la mutation en fixe, Ils sont tous son écrits. code vocal, même les expressions de visage, est-ce que ça, c'est Alors déjà... ça, c'était pas écrit, et ça, pour le coup, bah, c'est le travail de Tom Mercier, enfin, qui joue Fix. Lui, en fait, il a fait un travail énorme pour apprendre à parler comme un oiseau. Nous, parfois, je pense qu'il devait y avoir, je sais pas, un mot, peut-être une ligne par-ci par-là pour dire, ah, Émile entend un cri un peu strident, un cri un peu comme ça. Enfin, Tom, il a très bien compris le personnage, en fait, parce qu'il a appris tout seul à faire ça et à comprendre. Nous, par exemple, si on avait écrit qu'une ligne, voilà, un cri strident, un cri apeuré, il donnait plus quand même. Enfin, et toi, t'as pu le voir au tournage, il parlait Oui, vraiment oiseau, quoi. Enfin, Ah ouais, il a appris avec des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'il a eu des mois d'entraînement avec des chanteurs d'oiseaux professionnels. Il a fait tout un travail pour inverser le flux d'air et produire des sons en aspirant l'air, etc. Et puis aussi un travail sur la posture, la respiration, ce qui fait qu'au final, il est devenu sa propre créature, il a inventé sa propre façon d'être fixe. Après, sur la question de la mutation au scénario, là, on était très précis. il y avait, ça dépend, parce que, enfin, disons, on était sur Lana, on l'était moins, mais sur on était précis, mais ça a changé énormément tout au long Bien sûr, mais on avait envie d'être précis. Enfin, c'est pas quelque chose non plus qu'on laissait à côté. Je me rappelle qu'on s'est tapé la tête parfois sur Émile. Moi, j'avais une frise, en tout cas, de ça. C'est-à-dire que dans la fameuse frise Excel, à chaque étape de travail, il y a des lignes qui se rajoutent pour voir comment les décors vont évoluer. Il y avait évidemment des lignes sur la question de la mutation et qu'est-ce qu'on en voit. Donc, à quel moment Émile mute? Est-ce que c'est les griffes? Est-ce que c'est les dents? Qu'est-ce qu'on en voit, etc. L'histoire du dos est arrivée assez tard. On avait l'acteur, évidemment. On teste avec les prothésistes pour voir si ça marche, si ça nous plaît, si c'est intéressant. Et ça fait évoluer le scénario jusqu'au tournage, quoi. Et après, il y a quelques espèces aussi qui ont changé. Ça évolue, ça va vers le moins. C'est-à-dire qu'on épure. Au fur et à mesure, on a épuré, quoi, comme on fait pour n'importe quel sujet. Quand on passe à la réalisation, on fait des choix, quoi. Et justement, le réalisateur que tu es, il bosse comment avec le scénariste qui est à l'intérieur de toi et avec Pauline? Quand au moment de la réalisation, tu décides qu'il y a un truc, tu vas l'enlever parce que ça marche pas, tu résistes par rapport à l'écriture que t'as faite, t'appelles Pauline, qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça dépend. Ce que je commence à comprendre depuis 10-12 ans que je fais ce métier, qui est un peu un truc qui est équivalent au scénario et au montage, c'est que quand on coupe, on remet jamais. C'est en ça que je résiste. Quand on croit à une idée, il faut d'abord se battre pour qu'elle fonctionne. Voilà. Mon monteur, il dit ça assez souvent. Je suis totalement d'accord là-dessus. Que ce soit au montage, à l'écriture aussi. C'est-à-dire que la plus grande facilité, c'est de couper. Parce qu'on trouve toujours une autre façon de dire, machin. Mais quand on croit à quelque chose, quand on a une image en tête, il faut se battre pour qu'elle marche. Donc, quand on a fini de faire en sorte que ça fonctionne, l'enlever, c'est toujours un petit peu difficile. Mais pour autant, il y a des moments ça résiste et puis des moments ça résiste pas. Ou alors, on cherche à enlever à un endroit et c'est un autre endroit qui saute. Par exemple, typiquement, la scène de l'hôpital dont on parlait tout à l'heure, elle a sauté au moment où on me demandait de faire sauter celle du supermarché. Et la scène du supermarché, si on y réfléchit, elle est pas du tout obligatoire dans la dramaturgie. On aurait pu vraiment raconter ça autrement. Moi, je la trouve super, parce que j'adore les effets spéciaux. J'avais une impossibilité vraiment viscérale à enlever cette scène parce qu'elle est... T'as fait un équilibrage de budget? Bah, en fait, oui, je voyais bien que les deux scènes coûtaient à peu près la même chose, et c'était à peu près du même ordre. C'était différent, parce qu'il y avait de la construction de décors pour l'hôpital, et pour le supermarché, c'était des contraintes de tournage dans un hypermarché, ce qui est hyper complexe et cher. Mais c'est vrai que le moment où je me suis dit, tiens, je peux faire sauter, j'ai senti un soulagement immense. D'une part, parce que j'avais pas à la faire, mais d'autre, parce qu'elle était compliquée. Mais d'autre part, parce que j'avais sauvé le Super U, quoi. Et c'était beaucoup plus important. Ils vivent plutôt bien, généralement, le scénariste et le réalisateur à l'intérieur l'intérieur de moi. Mais il y a des fois, c'est quand même, il y a des fois, c'est un peu compliqué. Et après, Pauline, oui, je l'ai appelée pour la tenir au courant et discuter avec elle de ces trucs-là. Mais à un moment, quand on commence à rentrer trop profondément dans la prépa, ça devient impossible de partager tous les enjeux qui sont derrière une scène. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a discuté à chaque coupe importante. Moi, c'est ultra important pour moi d'entendre à quel point t'étais ok avec ça ou à chaque réécriture de scène, par exemple, genre avec Nina, Émile, chez... Oui, ça c'est encore autre chose parce que c'est des trucs qu'on peut discuter jusqu'au bout parce que il y avait pas d'énormes moyens déployés derrière ces scènes-là. Ça, c'est sûr. En tout cas, tu m'as appelé, enfin, je me rappelle, dès qu'il y avait une décision à prendre, enfin, tu me tenais au courant, que tu sois déjà convaincu ou pas, enfin, tu me tenais tout le temps au courant. Et tu me faisais aussi un topo chaque fin de semaine, de tournage. Et c'était agréable. Ah oui, sur le tournage, ouais. Pour me dire un peu, même, bon, bah, ça risque d'être fait comme ci, comme ça, machin, enfin, c'était bien. Oui, puis je crois que c'est pas trop classique dans le monde du cinéma. Les scénaristes, une fois qu'ils ont rendu leur copie, en général, on est plus tenus au courant. Là, c'était vraiment bien. Enfin, je veux dire, le dialogue ne s'est pas arrêté une fois, en gros, qu'il y avait plus à écrire, quoi. Et une fois qu'il y a eu le montage de fait, t'as vu le film à quelle étape, toi?
C'est bien parce que je me rappelle, j'arrêtais pas de demander à Thomas quand je voyais le film, et Thomas me disait non mais tu le verras quand il sera fini, il faut qu'il soit fini, enfin bon mais fini entre guillemets parce qu'évidemment il y avait encore des choses à faire et tout. Et j'étais méga stressée de le voir. Et on a bu un café avant, bref on s'est retrouvés avant, on a bu un café 1 heure et tout, je me rappelle pas du tout de quoi on a parlé parce que moi je me disais bon allez, je vais le voir et tout. Allez. Et j'étais très crispée dans mon fauteuil. Bon, évidemment, ça a commencé. J'ai commencé à pleurer, mais voilà, genre, c'est là, ça existe et tout. Franchement, j'ai un peu, comment dire, c'est comme si, je me suis un peu fait percuter par un tractopelle aussi, émotionnel quand même. Il y avait déjà la musique dans la version que t'as vue? Il y avait déjà la musique et tout, il y avait déjà la musique. Oui, disons que c'était quand même presque terminé. Les effets spéciaux étaient pas totalement, finis. Oui, il y avait des petits. Il y avait des moments où il y avait des personnages un peu en transparence, un peu chelous, ou carrément moches. Fixe en 3D, qui veulent. Non, mais bon, et puis, en fait, le film s'est terminé. Plusieurs personnes se sont tournées vers moi et moi j'ai dit non mais je reviens et tout. J'ai dû sortir, genre j'ai fumé 3 clopes assise par terre, devant le ciné, j'étais comme ça. Je le savais déjà, mais je me suis aussi rendu compte qu'on s'était vraiment compris avec Thomas en fait, parce que je voyais les scènes, j'ai pas une seconde eu un truc genre de déception, c'était pas du tout là que ça se jouait. Je me suis dit ah ouais, vraiment c'est jusqu'au bout, oui c'était exactement ça en fait qu'il fallait faire depuis le début, et donc c'était très fort en fait. Et je me rappelle, après on est parti déjeuner avec Pierre le producteur et d'autres personnes de l'équipe du film, et Pierre essaie de me poser un peu des questions et tout, de faire des blagues, et moi je n'ai pas décroché un mot du déjeuner parce que j'étais dans l'émotion du truc, et aussi j'étais, c'est même pas exactement heureuse, c'est peut-être plus que ça. On s'est dit avec Thomas qu'on avait fait le film qui nous manquait quand on était peut-être plus jeune, j'en sais rien, mais qui nous manquait depuis longtemps. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti, et c'était incroyable. Je sais pas exactement le décrire précisément, mais c'était dingue. Quand tu dis le film qui nous manquait, on a l'impression que les films de genre commencent à trouver un public en France, parce qu'il y a des gens de notre génération qui ont ces envies-là. Nous, on a commencé le podcast avec Les gens de la nuée. Il y en a eu d'autres, il y a eu Dans la brume grave, et ainsi de suite. Récemment, il y a eu Vermine. Est-ce que vous pensez que ça va devenir un genre plus facile à monter? Est-ce que ça a été une galère quand vous avez présenté ça devant les producteurs? Comment ça s'est passé? On me pose sans arrêt la question, comment les producteurs réagissent? En fait, les producteurs, c'est nos partenaires. C'est un duo qui est ultra lié, producteur, réalisateur, et c'est ensemble qu'on va chercher des moyens pour faire les films. Moi, j'ai pas à convaincre mon producteur. Si moi je suis convaincu, il voudra m'aider à faire mon film. Après, il y a les diffuseurs. Après, voilà. Après, c'est autre chose. C'est trouver l'argent, en fait. Trouver les partenaires qui nous font confiance, trouver un distributeur, convaincre des chaînes de télévision, trouver de l'argent au public aussi, le CNC, etc. Ça n'a pas été un parcours extrêmement simple, pour plein de raisons. La première, c'est qu'évidemment le film coûte cher, et que passé un certain budget, on pourrait croire que il appartient au marché, le film. Or, ce film, il appartient pas complètement au marché. On espère qu'il va pouvoir toucher des gens, mais on a aussi besoin de nos partenaires plus classiques du cinéma indépendant, du CNC, de l'aide d'une région, etc. Donc, faire ce grand écart entre, par exemple, l'avance sur recette et un distributeur comme Studio Canal, c'est pas une évidence. Donc ça a été quelque chose qu'il a fallu mettre en place et qui a pris du temps. Le deuxième truc là on revient aux questions que tu me posais tout à l'heure, c'est la question des registres, le fait que le film, on puisse pas exactement le mettre dans une case. Donc ça, c'est compliqué. Mais alors, en plus, si on rajoute le fait qu'il y a une dimension fantastique avec des créatures, alors là on rajoute un risque qui est énorme. C'est un risque industriel, c'est-à-dire de faire un film qui est soit regardable parce que c'est atroce ce qu'on montre, soit qui est carrément grotesque parce que les effets sont ratés. Ce qui est compliqué à ce stade-là, c'est qu'on a un scénario dont on est plus ou moins content, et à côté de ça, on a franchement on a un carton à dessin, mais on a envie de pas l'ouvrir, parce que pour expliquer la marge qu'il y a entre ce qui est entre les dessins et ce qui va devenir dans le film, c'est presque impossible. Donc moi, j'avais l'impression qu'un rendez-vous se passait bien quand on nous demandait de pas ouvrir le carton. On a des dessins, c'est pas la peine, on a compris, tac. Et là, ok, le rendez-vous s'est bien passé. Quand il faut montrer les dessins, c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir rediscuter de tout, de quelle forme ça va avoir, etc. Donc nous, ce qu'on a fait avec mon producteur, c'est que la prépa a été assez longue, autour d'un an et demi, avec beaucoup de phases de dessin, beaucoup de phases de design, et on a laissé les bureaux ouverts, c'est-à-dire qu'on disait à nos partenaires, venez, on vous montre où on en est, etc. On a été assez transparent là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était un vrai prototype de financement, en plus d'être un vrai prototype aussi tout court. Ça veut dire qu'il y a eu un peu une pression aussi au moment où c'est sorti, en se disant on espère que la porte qu'on ouvre, elle va pas se refermer avec nous, parce que ça aurait été un échec commercial total. C'était la double peine, c'est-à-dire que non seulement ça marchait pas pour nous, mais on refermait pour quelques années peut-être cette possibilité-là. Donc ça c'est vrai que ça a été un vrai soulagement, une très bonne surprise, le fait que les gens se l'échangent et que ça fonctionne en salle. Avant ça, t'as participé à 2 séries de science-fiction, dont une que t'as réalisée. Ouais. Quelle est ton expérience de tout ça?
La première, c'est vraiment une première expérience de coécriture, donc je suis resté encore assez loin j'étais loin du plateau, etc. Donc ça, c'était Trépalium. Ouais, donc c'est pas moi qui l'ai réalisé, mais sur Ad Vitam, c'était une expérience très joyeuse, hyper intense. Ce qui était hyper intéressant, c'était l'aspect du tournage long, c'est le tournage, enfin jusqu'au règne animal en tout cas, qui était le plus long que j'ai eu à faire, et j'ai trouvé ça super d'avoir du temps avec les acteurs, de pouvoir déployer un univers. Le tournage de séries télé, c'est des tournages qui sont très très intenses parce que tout simplement concrètement le minutage utile par jour est 3 fois supérieur à celui du cinéma. On passe au cinéma, on doit être autour de 2 minutes par jour utile tourné, et on peut être à 6, 7, 8, 10 en série. C'est une super école au sens où ça pousse à l'efficacité, on n'a rien le droit de rater, il faut être très précis avec les acteurs. Ça a été à la fois une super école et un projet que j'ai trouvé très moi j'ai eu beaucoup de plaisir à mener jusqu'au bout, et puis c'était aussi une façon de mettre les deux pieds dans la SF, et ça c'était assez marrant, et avec une grande liberté, parce que Arte nous a laissé avec bienveillance et exigence, mais nous a laissé beaucoup de liberté quoi pour la conduite de cette série. Et ça t'a été utile pour la réalisation du règne animal après? T'as appris des choses, oui, genre je pense que j'ai d'effets spéciaux. Alors en effets spéciaux, oui peut-être, parce que il y en avait quand même pas mal. Donc c'est vrai qu'à force de travailler avec des gens dont le langage à la base est très loin du nôtre, on finit par, on se comprend mieux quand même. Plus on travaille ensemble, mieux on se comprend. C'est surtout sur savoir ce qu'on veut. Je trouve que c'est une excellente école la série là-dessus. On rentre des choses qui sur le plan de travail semblent impossibles. Sur le découpage, sur la façon de se retourner quand les éléments sont contre nous. Il y a ce truc comme ça très intense, très vif quoi. En série télé. Et aussi un truc qui est génial, c'est le rapport aux comédiens. Ça dépend peut-être des séries, hein, mais en tout cas il y a quand même beaucoup de personnages généralement dans une série, plus de personnages dans une série que dans un film. Il y a beaucoup de gens qu'on accueille pour 1 jour, 2 jours, d'autres pour 10, donc les rapports sont sans arrêt différents, mais c'est à la fois une arborescence de relations humaines qui est hyper enrichissante. Il y a quelques semaines, c'était les Césars. Thomas, tu commences à être un habitué. T'as eu le César du meilleur premier film pour le premier film. Ouais. Et puis là, 12 nominations, 5 récompenses. Comment vous avez vécu tout ça? Bah, ça fait plaisir, hein. Enfin, on était contents. Quand on sort de la FEMIS et qu'on finit au César, comment ça se passe? Franchement, c'est cool, hein, ça c'est clair. Non, mais je pense qu'on était très heureux, notamment aussi parce que là, les Césars que le Règne Animal a gagné, c'était sur pas mal de postes de techniciens, enfin des métiers qui sont pas forcément toujours très visibles. Donc on était vraiment, je pense, heureux de ça aussi, que ce soit David, le frère de Thomas, Ariane, la costumière, Kigan, enfin et toutes les personnes aussi des VFX, enfin tout le monde en fait, toutes les personnes qui ont été récompensées pour le film. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup en sortant un peu de la FEMIS. Enfin bon, mon premier film, moi j'étais contente. Ouais, c'est beaucoup globalement. Je veux dire, on est très très satisfait parce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir 12 nominations et rien. Ça arrive. Ouais, c'est clair. Non mais en vrai, c'était une belle fête quoi. C'était une belle fête, ces nominations et ces prix aussi, et le fait que ça a rejailli sur l'ensemble des métiers du film, de l'image, du son, la musique, etc. Je dirais pas que c'est un aboutissement parce que c'est évidemment pas pour ça qu'on fait un film, mais c'est toujours agréable de voir qu'un film est bien reçu, qu'il a une cote d'amour, qu'il s'enracine quelque part un peu dans le paysage, quoi. Alors vous avez vécu une compétition assez tranchée avec un autre film, donc vous savez ce que c'est d'être dans le top du palmarès avec un autre. Du coup, on a une vraie question. Barbie ou Oppenheimer? Ah putain, j'en ai vu aucun des deux. Je suis une mauvaise scénariste et une mauvaise cinéphile. Moi j'ai vu les deux. Toi t'as vu les deux. Non, mais je dirais Oppenheimer quand même. Après j'ai mal vu Barbie, je l'ai vu avec mes enfants en VF, et du coup je suis passé totalement à côté du jeu des acteurs. C'était pas un bon service à rendre à ce film, je crois. C'est quoi la dernière bonne histoire que vous avez lue, vue ou entendue et que vous recommanderiez? Là en ce moment j'écoute les albums de Syd Barrett, et pour moi c'est un genre de récit, la musique. Moi ça me parle de mon propre rapport à la création, à la créativité, et voilà, hein, je me perds un peu là-dedans, mais ça me fait du bien. Et sinon, une série que j'ai vue qui m'a plu, c'est The Killing, la version danoise, mais que j'avais jamais vue en fait, la première saison de 20 épisodes. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture, même si ça date peut-être un petit peu, vu que ça a 13 ans maintenant, ou même un peu plus, je crois. C'est l'histoire donc d'un meurtre, une jeune fille qui est tuée, et ça mêle la campagne d'un politicien qui veut être maire de Copenhague, l'enquête d'une flic et de son collègue, et la vie des parents de la fille assassinée après le meurtre. Et je trouve ça hyper bien équilibré, vraiment, je trouve ça très bien, et je trouve aussi que le récit est constamment tendu, pas de manière artificielle. Là, pour le coup, j'ai aimé penser à l'écriture des épisodes pendant que je regardais la série, parce que je trouvais ça très bien écrit. Et toi, Thomas?
Au cinéma, ces derniers temps, je suis allé voir il y a une rétro Park Chan-wook, mais je sais pas si c'est vraiment les histoires qui me plaisent parce que elles sont, on atteint des niveaux de sordide. C'est la trilogie de la vengeance qui repasse actuellement, donc Sympathy for Mr. Vengeance, All Boy, Lady Vengeance, mais en mise en scène, c'est juste fou. Donc ça, je prends un plaisir énorme à voir ou revoir ces films. Plaisir pas que d'ailleurs, hein, ils font mal aussi les films. On atteint quand même des niveaux d'horreur et de sordide, mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Non, j'ai découvert un film qui est sorti en 2019 qui s'appelle Les Éblouis il y a quelques jours et j'ai trouvé le film. Quoi c'est un film de Sarah Suko qui raconte l'histoire d'une famille sous emprise d'une communauté religieuse qui est basée sur sa vie réelle. Oui, absolument, et j'ai trouvé le film bouleversant et très original dans sa façon dans sa narration. On parlait tout à l'heure des débuts d'histoire, là la fin, ce dernier plan, j'avais juste envie qu'il s'arrête pas, quoi, on avait envie de rester avec eux, ces personnages, et ça c'est quand même signe que ça s'est très très bien passé, quoi. Pour finir, quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu et que vous pourriez transmettre à votre tour? Moi, le meilleur, c'est Thomas qui me l'a donné. C'est... Je me méfie. Non, mais ça va, c'est 3 mots. C'est suis ton Écris désir. plus vite. Suis ton désir. Suis ton désir. Si tu sens que t'es pas dans la scène ou que t'es pas exactement là où t'écris, enfin, soit tu continues à chercher, soit si tu sens que c'est pas là ou que t'as pas envie ou que tu ne ressens rien, n'y va pas parce que c'est pas par là qu'il faut aller ou en tout cas ça ne te fera pas du bien. Enfin, je pourrais développer suis ton désir, mais pour moi c'est ça. Enfin, c'est un bon conseil. Et toi, Thomas, est-ce que t'as un autre conseil que ça à donner? Un autre conseil, je repense à Shredder là d'un coup, le scénariste de Taxi Driver qui est aussi, réalisateur de pas mal de très bons films et qui est enseignant en dramaturgie à UCLA, il me semble. Et en tout cas, lui, dans les différentes phases d'écriture, il y en a une que je trouve intéressante. Il parle de tradition orale du scénario, c'est-à-dire que un scénario, avant d'être quelque chose d'écrit, doit être quelque chose qu'on doit être capable de raconter oralement, comme si on racontait à son pote, comme si on racontait la meilleure anecdote de sa vie à son pote et qu'on arrivait à le captiver de bout en bout. Et ce qui est vraiment hyper chaud, c'est un exercice qu'on s'est coltiné avec Pauline. Et c'est vraiment pas facile de raconter de bout en bout un film, mais c'est vrai que quand on y arrive, quand on commence à être capable de capter quelqu'un sur 20-30 minutes de narration, on est au bon moment pour écrire. Du coup, j'essaie de résumer la pensée de Shredder, mais c'est de retarder l'écriture en fait. C'est de pas se jeter dans l'écriture dès qu'on pense avoir un début de structure ou quoi. Lui, il considère que c'est un moment assez rapide, l'écriture qui arrive après ce travail-là. Ça me paraît un bon conseil pour conclure cet épisode. Eh ben merci. De rien. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à écrire. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nos invités, que l'on remercie pour leur temps et leur générosité. On vous invite à voir ou à revoir Le Règne animal en ce moment sur Canal+ et en VOD, et même encore à l'affiche dans certains cinémas. Si vous aimez La Machine à écrire, n'hésitez pas à nous dire quels sont les invités que vous aimeriez entendre dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires sur Apple Podcast et sur Instagram. N'hésitez pas non plus à nous proposer des thèmes et à nous partager les sujets d'écriture qui vous intéressent le plus. On fera de notre mieux pour les inclure dans de futurs épisodes. Et pour savoir quand un nouvel épisode est disponible, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi qui compte déjà plusieurs milliers d'abonnés. Chaque vendredi, nous y partageons 5 récits marquants et étonnants sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, de quoi vous divertir et vous émouvoir chaque fin de semaine. Vous y trouverez de quoi occuper vos soirées et aussi de bonnes idées cadeaux adaptées à tous les âges. Pour s'y inscrire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et parler de nous à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous aider à grandir. Avant de se quitter, nous tenons à remercier la Société nationale de bande dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin, qui nous hébergent pour les enregistrements. Et surtout, un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, on vous dit à bientôt.